le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yamuna David. Yamuna commence à exercer en tant qu'avocate en 1988 dans les domaines du droit international privé et du droit des étrangers au barreau de Paris. Elle est amenée également à participer à divers projets nationaux et internationaux en tant qu'expert et formatrice. Très attachée à la culture indienne et aux philosophies orientales, c'est très naturellement que Yamuna David s'intéresse au Bhoutan et à sa mise en application du bonheur National Boat. Elle est ainsi en 2010 à l'origine de la création de l'association Observatoire international du bonheur et devient membre de son bureau. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Yamuna. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir chez toi. Donc, on est en train de finaliser notre documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Comme je t'expliquais auparavant, j'ai réalisé plus de 1500 interviews. J'ai dû faire peut-être 2 fois le tour de la planète sur des acteurs très différents, avec vraiment des points de vue très différents. Notre sous-titre, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Toi, tu as créé, il me semble, l'Observatoire du bonheur. Donc, c'était pour moi très intéressant de te rencontrer pour avoir ton avis plutôt sociétal autour du bonheur. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi ? Alors déjà, si c'est la fin d'un documentaire, c'est que c'est le début d'autre chose. Donc c'est plutôt le début de ce qui va suivre ce documentaire que je salue d'abord. L'Observatoire international du bonheur, j'en ai été l'inspiratrice et il a été créé avec plusieurs personnes qui sont toujours aujourd'hui très motivées pour le faire avancer et se développer doucement, comme une plante qui grandit. Et c'est quoi le bonheur pour moi ? Je n'ai jamais cherché à le définir. Je dirais c'est tout simplement de pouvoir faire de mon mieux et de garder de retrouver de la gentillesse chaque fois que je l'ai perdue. C'est beau. Qu'est-ce qu'on observe dans cet observatoire du bonheur ? Alors, c'est un peu la grande question qui s'est posée à nous une fois qu'on a décidé qu'on allait créer un observatoire international du bonheur. Alors, en fait, au début, pourquoi on l'a appelé observatoire ? C'est parce qu'on s'est posé cette même question. On pensait faire un institut du bonheur, toutes ces questions, et tout cela nous paraissait prétentieux. Prétentieux et dangereux, parce qu'on s'est dit, si on veut être une institution qui définit le bonheur, on enferme. Car effectivement, il y a autant de définitions du bonheur qu'il y a non seulement d'êtres humains, mais je dirais d'animaux et peut-être même de plantes. Voilà. Et donc, peut-être écouter battre le cœur du monde d'une manière différente, mais avec autant de diversité qu'il peut y avoir. Donc, Observatoire nous paraissait plus humble qu'institut. Et on s'est fixé de ne jamais définir le bonheur au sein de l'Observatoire international du bonheur, mais de plutôt regarder comment, selon les diversités culturelles et géographiques et scientifiques et sociales et professionnelles et générationnelles, les différentes vues qu'il y avait sur le bonheur. Et évidemment, notre focus est sur le bonheur sociétal, ce qui est naturellement indissociable du bonheur individuel. Puisque la tendance occidentale, souvent, c'est d'avoir une sorte de dualité. C'est d'un côté, il y a le bonheur sociétal, de l'autre côté, le bonheur individuel. Mais en fait, c'est plutôt la Terre, elle a un cœur, et puis après, elle a une écorce, et puis il y a une atmosphère, etc. Donc, le bonheur individuel, il est là. Et le bonheur individuel, c'est ce qui fait son expansion, on va dire. Et nous, on est dans cette expansion, en laissant de manière un peu sacrée, en ce qui nous concerne, la partie bonheur individuel que nous espérons que chacun arrive à nourrir au mieux et qui souvent peut se nourrir
du bonheur sociétal, c'est-à-dire que c'est un va-et-vient. Qu'est-ce qu'on entend par bonheur sociétal? Alors le bonheur sociétal, c'est tout ce qui est le bonheur lié à tout ce qui est des interactions. Quand on est dans l'interdépendance entre les êtres humains, entre les sociétés organisées, les sociétés politiques, les sociétés économiques. Le bonheur sociétal, ça peut être le bonheur à l'école, comment le bonheur de l'enseignant, comme le bonheur de l'élève, comme le bonheur de la société qui voit croître une génération montante qui se nourrit de valeurs qui en font des êtres développés, heureux et des citoyens responsables. Le bonheur sociétal, ça peut être au travail, le bonheur au travail, nous avons beaucoup consacré dans nos assises internationales du bonheur des séances sur le bonheur au travail, avec la notion, par exemple, des sociétés libérées. On a projeté le documentaire de Messonnier sur bonheur au travail. Ça, c'est un aspect, mais ça peut être aussi bonheur. On a fait intervenir des personnes qui travaillent dans les prisons, visiteurs dans les prisons, travailleurs en réinsertion. Et là, on est dans le bonheur sociétal, souvent plutôt dans le malheur. Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir à une autre façon? La prison étant normalement un passage transitoire pour qu'un individu qui, à un moment donné, a attenté à l'ordre public, a tenté probablement au bonheur d'une autre personne, en même temps impacter le sien puisqu'il a commis un acte répréhensible. Normalement, c'est un passage de transition pour aller vers une réinsertion dans une société et retrouver un équilibre de la société, de la personne, de la société et de la victime. Donc, par exemple, c'est un exemple auquel rares sont ceux qui y pensent, mais quand on a fait un travail dans nos assises en 2012 sur les prisons, ça a beaucoup intéressé. Ou encore quand on est sur la justice transitionnelle, quand il y a eu des génocides dans un pays, comment est-ce que l'on peut repasser vers une société qui retrouve de l'harmonie? Donc ce sont des vraies questions. Il y a un point qui doit être signalé dans l'Observatoire international du bonheur, c'est qu'il a été créé par des juristes. Et que on va dire, sa racine, son socle, reste les valeurs fondamentales du droit. C'est un peu sa spécificité dans le monde, c'est que nous regardons tout cela avec le regard du juriste, enrichi du regard de la société civile. Ça nous permet de toujours faire des mises en perspective et les droits sont très différents les uns des autres. Je vous ai parlé du bonheur sociétal sous l'angle des humains. J'ai donné quelques exemples, il y en a bien d'autres. Mais il y a aussi sous l'angle du vivant dans sa dimension plus vaste. Je prends l'exemple de l'eau. L'eau, il y a bien des choses à dire et il y a les cours d'eau. L'exemple du droit par rapport aux cours d'eau, c'est que vous avez par exemple la Nouvelle-Zélande qui récemment a pris des dispositions donnant la personnalité juridique à un fleuve. Et ils ont fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont donné la garde de ce fleuve, la responsabilité juridique de ce fleuve, à la fois au peuple autochtone et au gouvernement. Et c'est là que vous voyez que le fleuve, ce n'est pas H2O. Le fleuve, c'est un écosystème. Et c'est une façon de voir les choses qui est beaucoup plus holistique, qui correspond au monde nouveau, qui est en train d'émerger, qui n'est pas anthropocentré. Et donc, le peuple autochtone fait partie, finalement, aussi de cet écosystème de la rivière et de tout ce qui est vivant. Vous avez dans le même temps, justement le 20 mars dernier, Journée mondiale du bonheur, une décision de la High Court, de la Haute Cour de l'Uttarakhand en Inde, a donné la personnalité juridique à un fleuve et une rivière, la Yamuna et le Gange, et a donné la responsabilité, donné la personnalité morale, mais la garde de ces deux cours d'eau au gouvernement. Alors là, il y a un recours à la Cour suprême, qui était envisagé, en tout cas, je ne sais pas où ça en est au jour d'aujourd'hui, parce que les juristes disent, là, il y a un problème, puisqu'il y a un conflit d'intérêts. Le gouvernement est souvent celui qui pollue la rivière. Peut-on lui confier la garde de la rivière? Et c'est en ce sens que la Nouvelle-Zélande est plus intéressante dans son approche. Mais en Amérique latine, également, des cours d'eau viennent de se voir reconnaître la personnalité juridique. Donc ça devient un sujet de droit non humain. Et en sujet de droit non humain, vous avez également, par exemple, récemment en Argentine, et c'est là que c'est l'Observatoire international du bonheur
avec ce regard du droit, une femelle chimpanzé a été libérée par un tribunal d'Argentine sur la base de l'habeas corpus, en disant qu'elle avait été enfermée dans un zoo sans procès équitable et que donc elle devait être libérée. C'est donc un sujet de droit non humain. Qu'est-ce que cette notion de sujet de droit non humain va nous apporter ? Vous avez une autre décision de la Cour suprême de l'Inde de l'an dernier qui a décidé que on part du droit. Le droit et de la Constitution qui est quelque chose de fondamental. La Constitution indienne, comme la plupart des constitutions, disent que, alors elle ne dit pas qu'on a droit à la vie, puisque la peine de mort malheureusement existe encore en Inde, mais qu'on a droit à ne pas être tué en dehors des cas prévus par la loi. D'où la Cour suprême a déduit un droit à la vie, un droit déduit, et après ils ont dit un droit à la vie qui n'a pas de sens, n'est pas un droit à la vie, c'est un droit à la vie sans intérêt. De là, beaucoup de droits déduits sont arrivés, le droit à une vie qui ait du sens, avec de l'éducation, de la santé, tout cela est parti, en fait, du droit à ne pas être tué en dehors des cas prévus par la loi. Et donc on voit ce chemin magnifique que le droit peut vous faire sur le plan philosophique, et de ce droit à la vie, on a eu une décision qui est arrivée en disant mais au fait, pourquoi est-ce que ce ne serait que pour les êtres humains ? Donc les animaux ont également droit à la vie. Mais s'ils ont droit à la vie, ils ont droit à une vie qui a du sens. Et donc dans le cas d'une personne qui avait une volière où des oiseaux étaient enfermés pour être vendus, cet homme a été condamné en disant qu'il attentait au droit constitutionnel des oiseaux, dont une vie qui a du sens pour un oiseau, c'est de voler librement, et donc ouvrir la cage aux oiseaux. Et c'est là qu'on arrive sur du bonheur sociétal sous un autre angle, sous l'angle, je dirais, non humain, mais qui fait partie de ce que l'on pourrait dire, donc écouter battre le cœur du monde et voir comment tout cela ensemble fonctionne. Alors ça, c'est un exemple, mais si on passe sur un domaine, pour revenir à de l'humain, par exemple, au droit commercial, qui peut paraître assez lointain à premier abord du bonheur sociétal, du moins tel qu'il a été dévié, tel qu'il a été dénaturé par le fait que l'on oublie l'éthique, qu'on oublie le but, qu'on oublie qu'au-delà de cela, le commerce doit être fait avec une éthique. Et avec, je dis éthique au lieu de dire morale, parce que morale maintenant est un mot qui est moins bien compris. Mais si ce n'est pas avec des principes, si le seul principe c'est de s'enrichir, pourvu qu'on passe à travers les mailles du droit et de la loi, à ce moment-là, la loi se retrouve à jouer un rôle pervers. Elle ne doit pas devenir un paravent, elle doit être un garant. Et par exemple, pour revenir encore au droit indien, dans le droit commercial indien, il y a une disposition qui dit que le dirigeant d'une société doit prendre en considération l'intérêt de sa société, de ses salariés, c'est écrit dans la loi, de l'environnement, et donc d'une manière générale, il y a les actionnaires qui sont mentionnés, mais ils sont mentionnés comme un des acteurs parmi tous les acteurs qui font la vie commerciale. Donc voilà, tout ça c'est pour parler de droit, et quand on parle de droit, on parle de devoir. Alors on voit, nous en tant qu'observatoire, on voit en 10 ans pratiquement, ça va bientôt faire 10 ans qu'on a commencé à rêver l'Observatoire international du bonheur. Nous étions pas les premiers, mais parmi les premiers à en parler et à l'écouter. On a vu grandir tellement d'initiatives que c'est magnifique, c'est vraiment, ça donne confiance. Et ce que l'on peut vraiment constater aujourd'hui, c'est que beaucoup mesurent leur bonheur, ce qui est bien. Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que ma société est heureuse ? Ma ville est heureuse ? Est-ce que mon pays est heureux ? Et on se classe. Alors ça, c'est très occidental. Il faut se classer, on est premier, on est deuxième, etc. Je suis personnellement assez amusée de cette approche qui, pour moi, n'est pas très porteuse de sens. Surtout que c'est toujours avec des critères. Quand j'ai essayé de répondre pour savoir si j'étais heureuse ou pas, selon un questionnaire qui était fait au Canada, j'étais 96% heureuse, paraît-il. Mais il y a des questions pour moi qui n'avaient pas de sens. Notamment quand vous parlez de la vie et de la mort. Selon comment vous percevez la notion de vie et de mort, ou par exemple la polarité, pour un occidental, la polarité
de la mort, c'est la vie. La polarité de la mort, c'est la naissance pour un oriental. Donc, toutes ces polarités induisent des questions qui font qu'après, les classements des pays sont forcément pas forcément pertinents dans ce qu'ils racontent. Mais pourquoi pas? De là amène une autre question qui est de savoir quel est le devoir. Et ce que nous aimerions voir grandir, peut-être avec votre aide, sait-on jamais, parce que ce serait un beau projet, une des branches de cet arbre de vie que nous allons commencer à bâtir ensemble à 7 au Théâtre de la Mer le 2 septembre qui vient, où chacun pourra faire grandir une branche de l'arbre de vie de l'Observatoire international du bonheur, c'est l'empreinte bonheur, comme il y a l'empreinte carbone. En quoi, c'est bien de savoir est-ce que je suis heureux, mais en quoi est-ce que je rends heureux? Comment est-ce qu'on pourrait mesurer en quoi on impacte? Comme on a une empreinte carbone, quelle est l'empreinte bonheur de la France, par exemple? Ouais. Voilà, je vous lance le ballon. On pourrait avoir un beau projet sur l'empreinte bonheur. Et pour finir sur le droit, pour revenir sur le droit après avoir parlé de devoir, l'idée que nous avons, viendra-t-elle, grandira-t-elle, c'est pas en tirant sur l'herbe qu'on la fait pousser, c'est d'avoir un droit suprafondamental. Maintenant que l'ONU, en 2011, a pris une résolution disant que le bonheur et le bien-être étaient l'objectif commun de tous les objectifs du millénium, c'est-à-dire non pas un objectif N+1, et c'est là que ça prend tout son sens, mais que c'est l'objectif qui relie le tout. On se dit qu'il faudrait aller au-delà de la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été faite par un peuple occidental, anthropocentré, et aller au-delà et avoir une notion de droit suprafondamental au bonheur, mais je dirais aux conditions matérielles et objectives permettant la poursuite du bonheur, parce que sinon il faudrait définir le bonheur et on pourrait entrer dans une forme de dictature, donc il faut être très vigilant à cela. Mais ce droit suprafondamental ne serait pas un droit pyramidal au-dessus des autres, mais matriciel. C'est comme ça qu'on le conçoit pour le moment, mais il faut encore que d'autres ménages et d'autres cerveaux et d'autres intelligences de cœur et d'esprit nous rejoignent. Ce serait un droit matriciel d'où procèdent et où retournent tous les autres droits fondamentaux qui pourraient à ce moment-là être lus en interdépendance et arriver à sortir de cette notion pyramidale du droit. J'ai été longue, c'est le problème des avocats, vous leur donnez la parole. Pourquoi pas? Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais je te rejoins sur une chose, il faudrait quand même donner une définition du bonheur pour se focaliser là-dessus, ça c'est sûr. Et comme il n'y a pas vraiment une définition du bonheur, c'est un peu plus compliqué. Par contre, ça me fait penser au Bhoutan, où le Bhoutan, lui, a essayé d'instaurer dans sa politique, et puis il me semble même aussi dans le droit, d'ailleurs. Oui, dans la Constitution. Exactement, ouais. Qu'est-ce que ça donne, toi? Tu as des feedbacks, j'ai cru comprendre, non, du Bhoutan, pour voir comment ça se passe sur place? J'ai eu l'occasion d'aller 2 fois au Bhoutan. Et 2 fois, non pas en touriste, mais dans le cadre de conférences. Et dans 2 cadres très différents. D'abord, c'est l'idée du bonheur national brut du Bhoutan qui m'a donné l'idée de cette notion de travailler sur le bonheur sociétal. Je peux même raconter la genèse de cela. J'ai un frère qui est professeur de mathématiques et qui voyage de par le monde pour représenter la France sur le plan mathématique, de la recherche en mathématiques. Donc, il voyage beaucoup. C'est un mathématicien. C'est pas du tout un idéaliste comme moi. Et quand il est revenu du Bhoutan, il se trouve que je l'ai croisé et il m'a parlé de ce pays comme il ne m'a jamais parlé d'aucun pays. En me disant, ce pays est visionnaire. Non pas pour faire du copier-coller de ce qu'ils font, mais de l'ordre de la vision. Ce pays est visionnaire, il y a 1 siècle, il était 5 siècles derrière les autres. Et aujourd'hui, dans l'ordre de la vision, il est 1 siècle devant les autres. Et si on pouvait s'inspirer de ce qu'il nous envoie comme message, peut-être on serait sauvé. Alors dans sa bouche, enfin que moi je le dise, ça aurait été assez normal. Mais dans sa bouche, ça m'a quand même interpellée. C'est resté dans un petit coin, comme les graines que tu plantes avec tes documentaires. Et puis par ailleurs, je dirigeais à l'époque la formation continue de l'école des avocats du centre-sud de la France, et il nous était demandé de créer un centre de recherche qui soit transversal, innovant et capable d'apporter une vision internationale.
C'était la grande époque de la compétitivité, des pôles d'excellence, etc., dans lesquels je ne me retrouvais pas du tout, parce que pour moi, c'était quelque part dresser les hommes les uns contre les autres. Et c'était pas la meilleure façon d'avancer, donc ça ne m'inspirait pas. Puis brusquement, un jour, je me suis dit, bing, Bhoutan, bonheur national brut, pôle d'excellence, quelque chose d'innovant, etc. Et j'ai présenté au conseil d'administration cette idée. Je me suis dit, soit je me fais interner, je perds mon job, soit non. Et il y a eu un vote unanime du conseil d'administration. C'était l'époque du rapport Stiglitz. C'était le moment où tout cela commençait à germer. Donc le Bhoutan, il se trouve que l'année qui a suivi, j'ai eu l'occasion d'aller y présenter un sujet intéressant qui était le droit, l'immigration, les migrations de population, qui est un sujet brûlant aussi pour le Bhoutan, qui a été un sujet brûlant, mais qui reste difficile, l'immigration des populations, le droit de l'immigration, une étude comparative franco-bhoutanaise. Et quel lien tout cela peut avoir avec la notion de dharma. Donc, c'était une question intéressante, et c'était le moment où il y avait le problème des Roms. Quand je suis arrivée au fin fond d'une vallée du fin fond du Bhoutan, dans l'est du Bhoutan, à l'époque, on n'y accédait pas encore par un petit coucou, je me suis retrouvée d'abord dans un campus magnifique, où on s'est rendu compte à quel point l'éducation était une priorité dans ce pays. On m'a demandé ma clé USB pour mon PowerPoint alors que je pensais arriver au fin fond de nulle part et je n'avais pas prévu. Une liberté de pensée de ces étudiants absolument magnifique, une qualité de niveau d'information. J'ai fini ma communication, on m'a demandé c'est quoi le problème des Roms actuellement en France. C'est pour montrer que la question était vraiment... Ils étaient au fait de ce qui se passait dans le monde. Donc j'ai été frappée par cela, j'ai été frappée par beaucoup de belles choses dans ce pays. Évidemment, moi qui suis allergique à la fumée de cigarette, un pays non-fumeur, je trouve ça toujours agréable. Mais on a mis un petit temps à comprendre qu'est-ce qui fait que quelque chose de particulier était beau, au-delà du fait que c'est un beau pays. C'est le fait qu'il n'y ait pas de panneaux publicitaires, par exemple. Tous les panneaux publicitaires, c'est au-dessus de la boutique, à peu près le même format, et chacun raconte ce qu'il veut. Mais les abords des villes, les routes ne sont pas défigurés. Ça fait partie, par exemple, de la beauté. L'attachement à la beauté est important. Il y a une civilité dans ce peuple qui est très intéressante. Alors, tout n'est pas parfait au Bhoutan, loin de là. Nous avons vu les travailleurs immigrés indiens sur le bas-côté des routes, exploités d'ailleurs par des sociétés indiennes qui ont une concession pour faire les routes, qui travaillent dans des conditions de misère, qui contrastent. Ça ne veut pas dire que les Bhoutanais soient riches, mais c'est un peuple rural, donc même si c'est cette pauvreté, c'est la pauvreté rurale qui n'a pas ce côté terrible de ceux qui vivent dans des sortes de bidonvilles ou autres. Donc, ce pays m'a frappée sur ce premier voyage pour cela. Deuxième voyage, ça a été ensuite dans le cadre d'une grande conférence internationale sur le bonheur national brut. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce pays, c'est vraiment cette liberté de penser. C'est un pays qui n'a pas été colonisé, qui a une fierté naturelle d'avoir son identité de pensée, qui sont très curieux du monde occidental, mais qui font le bénéfice d'inventaire. Néanmoins, j'ai vu cette fois-ci un vrai danger. Le vrai danger, c'est quand nous sommes allés voir la faculté de droit, puisqu'évidemment, quand je vais au Bhoutan, moi, désolée, je vais voir le tribunal, les facs de droit, les centres de formation professionnelle des juristes. Voilà, j'ai fait le tour de cela. Nous avons pu rencontrer un député qui est maintenant dans l'opposition et qui était venu à nos premières assises internationales du bonheur à Sète quand il était ministre du Travail et nous avait parlé du droit du travail en fonction du bonheur national brut. C'est passionnant. On a tout ça sur le site internet qui est pour le moment un vrai fouillis, mais on va essayer de ranger tout cela un peu mieux. J'ai pu rencontrer le vice-président du Sénat et le premier président de la Cour suprême du Bhoutan. Le danger que j'y ai vu, c'est la colonisation des esprits par l'argent. Et ce serait dommage parce que c'est un laboratoire pour moi, le Bhoutan. C'est pas un modèle, c'est un laboratoire.
Et c'est un laboratoire qui nous montre aussi les dangers de l'ouverture à l'Occident, de l'ouverture au monde. Vous avez la faculté de... C'est un pays euro, il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas de droit écrit. Pour le moment, enfin, il n'y avait pas de droit écrit. C'est un droit coutumier avec une tradition fondamentale qui est la médiation. Le plus important n'étant pas d'avoir raison, mais d'être en paix. Et là, on rejoint toujours le bonheur social, le bonheur individuel. Hein, tout ça, ça va ensemble parce que actuellement, en France, on ne peut pas dire que le recours à la justice soit souvent un facteur de paix sociale. Les gens souffrent beaucoup trop financièrement, émotionnellement, d'un recours à un système judiciaire qui est déshumanisé, qui fait du droit pour du droit, qui, comme si on avait, moi je dirais ça, des fois j'ai l'impression, je plaidais ça les derniers temps, j'étais pas très, ça faisait pas toujours plaisir au juge, j'ai dit mais le droit c'est pas un squelette, on n'est pas en train de faire des danses macabres de squelette avec juste du texte, c'est de la vie, le squelette c'est juste pour donner une structure. Donc pour revenir au Bhoutan, ils ont décidé de créer une faculté de droit qui est financée par la fondation Hillary Clinton. Vous avez donc des Américains, peut-être tout à fait bien, hein, ça je ne dis pas, mais qui sont américains, donc il y a un mode de pensée américain, avec des Bhoutanais bien sûr, mais j'ai l'impression qu'ils sont plutôt là pour faire couleur locale que pour être les têtes pensantes. Et ils sont en train d'inventer ce lieu magique qui serait la première fac de droit du Bhoutan, où on pourrait inventer du droit autrement, du droit nourri du bonheur national brut. Non, ils sont en train de proposer une sorte de copier-coller, teinté de Bhoutanais. Et là où j'ai vraiment bondi, c'est quand je les ai entendus parler de la médiation, comme avec la terminologie qu'on a ici, mode alternatif de règlement de conflit. Ce n'est pas le mode alternatif, c'est le mode premier de règlement de conflit du pays. Comment est-ce qu'on peut l'appeler mode alternatif ? À partir de là, la messe est dite. Voilà. Est-ce qu'on pourrait donner une définition au bonheur national brut du Bhoutan ? C'est pas nous qui allons la donner, ils se la sont donnés eux-mêmes et ils y travaillent et l'enrichissent au fil des années. Le bonheur national brut du Bhoutan, c'est très structuré, c'est très réfléchi. Il y a 4 piliers déjà. Et 4 piliers, ça ne veut pas dire qu'il y a le numéro 1, 2, 3, 4 avec une hiérarchie. C'est comme un lion qui a 4 pattes, il a besoin de 4 pattes. Hein. Elles sont toutes aussi importantes l'une que l'autre. Alors, il y a la bonne gouvernance, il y a la préservation et la promotion de l'environnement. Je reviens sur la bonne gouvernance pour dire que, par exemple, quand ils mesurent le bonheur national brut, parmi les questions qui sont posées, on demande aux citoyens « Est-ce que vous avez confiance dans les institutions qui vous gouvernent ?» On ne mesure pas quel est votre taux d'amour pour Pierre, Paul ou Jacques. C'est très différent. On n'est pas dans le spectateur. On est acteur. Donc, si on n'a pas confiance dans nos institutions qui nous gouvernent, l'indice de bonheur du pays baisse. Donc ça, c'est important en termes de surveillance, entre guillemets, par le citoyen de la gouvernance de son pays. Je reviens donc au point 2, qui est la préservation et la promotion de l'environnement. Il faut savoir que dans la Constitution, il est écrit que la couverture en forêt doit rester d'au moins 66%. Donc, ce qui est déjà un point. C'est un pays qui a une empreinte carbone, alors on dit positive, négative, je me trompe toujours, mais enfin du bon côté, ce qui est rare et qui doit être signalé. Sur l'environnement aussi, par exemple, vous parliez d'éducation. Chaque année, il y a un jour où tous les enfants plantent un arbre. Les pépinières sont gratuites. Vous voulez planter une plante, un arbre, vous pouvez le faire. Quand on avait visité un institut technologique, chaque jeune qui rentre dans cet institut technologique plante son arbre, il y a son nom et il en est responsable pendant les 3 ans jusqu'à ce que l'arbre soit assez grand, où il fait ses études. Ce sont des exemples très concrets pour l'environnement. Et il y a aussi sur le plan du droit, puisque c'est notre credo, le citoyen est responsable de la préservation. Il y a un terme anglais qui est difficile à traduire, il est trustee. C'est-à-dire ce serait comme s'il en était un tuteur pratiquement de l'environnement. Non seulement de le protéger, mais de l'améliorer. Et donc tout citoyen peut saisir la Cour de toute atteinte à l'environnement, même s'il n'est pas directement concerné. Et on sent que
le peuple bhoutanais est vraiment intéressé par cette notion d'environnement. Récemment, par exemple, il devait y avoir une mine qui devait être ouverte à l'est du Bhoutan, qui aurait apporté du travail, développer l'économie de cette zone qui n'est pas très développée économiquement. Toute la population s'est réunie, il y a beaucoup de démocratie participative qui a été encouragée par le nouveau régime qui a été mis en place. Et de manière participative, ils ont décidé que peut-être qu'ils gagneraient beaucoup plus d'argent maintenant en développant cette mine, mais qu'ils allaient abîmer la nature et qu'ils allaient laisser un monde moins bon pour leurs enfants. Et ils ont décidé de ne pas développer ces mines. Ça, pour nous, c'est vraiment un très bel exemple qui nous ramène, quand on est Observatoire du Bonheur, à ce qu'on aime partager de différents coins du monde. Les Indiens d'Amérique nous apprennent que quand on prend une décision, il fallait toujours prendre en compte les 6 générations à venir. Quel est son impact avant de décider de quelque chose, ce qui est complètement abscon du point de vue du court-termisme qui gouverne de plus en plus nos sociétés occidentales. Donc ça, c'est le 2e pilier. Le 3e pilier, c'est la préservation et la promotion de la culture. Alors, la culture est considérée comme primordiale parce que c'est un des facteurs essentiels de résilience d'une société. Ce qui fait que j'ai proposé l'autre jour, mais je n'ai pas été entendue, c'est pas grave, je l'ai dit, quand on parlait de justice transitionnelle et des programmes de rétablissement de la paix après un génocide, évidemment, ça paraît complètement abscon d'intégrer, au-delà d'un procureur pour poursuivre et de policiers pour faire des enquêtes, etc., d'intégrer un volet culture. Parce qu'il me semble que dans la résilience, effectivement, la culture peut jouer un rôle fondamental. Et la culture est évidemment un facteur d'identité culturelle, qui, au bout du temps, est quelque chose d'important et qui soude le pays. Ce sont des questions qui peuvent, dès qu'on parle d'identité culturelle, on ouvre tout de suite d'autres types de débats, mais la culture, en tout cas, fait que l'on peut se retrouver. Je pense que ça ne pose pas question quand ce n'est pas une identité contre une autre. C'est là que ça pose question. Mais quand c'est une identité pour soi, pour se relier à quelque chose qui a du sens et qui nous fait vivre et qui nous fait être joyeux et heureux, ça c'est important. Et ne pas perdre ce qui vient des temps anciens, parce que c'est ce qui nous relie dans le temps et qui fait qu'on a quelque chose à léguer aux générations futures, au-delà de dire « Ah, j'ai été très heureux dans ma vie, parce que j'ai bien profité, j'ai cultivé mon bien-être, etc. » Donc, le 4e pilier, c'est un développement socio-économique équitable et durable. Alors, vous remarquerez qu'on met socio avant économique, l'économique devant nourrir le socio. Et c'est ce que j'ai dit quand nous avons été invités à l'ONU en 2012, quand ils ont fait une première réunion pour savoir comment l'ONU pourrait travailler sur cette notion de bonheur sociétal au niveau mondial. Ils ont réuni 600 personnes du monde entier, et dont nous étions les seuls juristes. Et j'avais dit, vous pourriez faire un premier geste très symbolique, au lieu d'avoir ce qu'on appelle le ECOSOC, Economic and Social, le comité, l'appeler socio-économique. Ce serait un petit shift, puisque vous dites qu'il faut changer de paradigme. Serait un message fort qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Évidemment, il faut changer les logos et tous les papiers en tête, mais une fois qu'on a fait ça, ça ne coûte pas beaucoup et ça envoie un message très fort. Donc, socio-économique et équitable et durable. Alors, équitable est posé avant, parce que vous pouvez être durable et pas équitable. Donc, c'est important encore. Et c'est là, pour moi, c'est du bonheur sociétal, ça, que ce soit équitable. Équitable et durable. Alors, le durable pose aussi problème. En français, ça va mieux, durable, mais en anglais, c'est horrible. En anglais, c'est sustainable, c'est-à-dire soutenable. Et je me dis que si tout ce que l'être humain peut avoir comme vision et comme rêve, c'est d'avoir un développement soutenable, c'est pas la peine d'être capable de rêver, quoi. C'est vrai. Et à un moment donné, tu parlais d'éducation. En tout cas, c'était un point qui t'avait marqué quand tu es arrivé sur place au Bhoutan. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, tout part de l'éducation.
sur une société nouvelle qui a plus de bon sens, à mon avis, voilà, tout part de là. Donc on a intérêt à se consacrer, ou à consacrer du temps autour de l'éducation de nos enfants. Le petit constat que je dresse, c'est qu'on a encore du chemin à faire en France. Ceci dit, on a l'air d'être parti dans une bonne direction. Il y a beaucoup d'initiatives en Voilà, France. c'est ça, ouais. Et quel est ton point de vue autour de tout ça? C'est que c'est fondamental. C'est aussi le point de vue du président de l'Observatoire international du bonheur, bâtonnier Patrice Tachon, nous avions une assemblée générale les pieds dans l'eau au bord du Lez ce samedi. Et pour lui, c'était aussi l'axe premier, le tronc fondamental de nos travaux, c'est que ce soit dans l'ADN des enfants, dans leur éducation dès le plus jeune âge. C'est vraiment une conviction que nous partageons. Et en France, il y a énormément de bourgeons. Certains, c'est plus des bourgeons, c'est déjà des belles petites plantes. Mais pour le moment, ce sont encore des initiatives isolées qui commencent à dialoguer d'ailleurs entre elles. On en parlait tout à l'heure également. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que ce soit en dehors de l'éducation nationale. C'est-à-dire que trop souvent, c'est pour une société qui peut se le permettre, pas seulement sur le plan financier, souvent sur le plan financier, parce que voilà, il faut pouvoir le payer, et aussi parce qu'il faut déjà avoir un certain nombre d'informations par rapport à cela. Donc, ce qui serait bien, c'est que ces initiatives invitent le gouvernement français à l'intégrer dans l'éducation nationale pour que ce soit partagé au plus grand nombre. Et au bout d'un temps, les enfants disent « nous sommes investis du changement dans le monde ». Ils le disent tout petit et ils en sont convaincus. Et quand nous avons fait un Parlement du bon sens à Pondichéry le 20 mars 2016, nous avions un jeune garçon qui nous a tous donné des frissons, en fait, qui venait d'un orphelinat, il a 10-12 ans, tout minot, et il a tenu à prendre la parole en disant « Je sais que c'est à nous de changer le monde, mais ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. » et il était content de voir qu'il y avait des anciens, on était de 10 à 90 ans, de tout milieu. Et il dit, quand il nous a dit « je suis content de ne pas être tout seul », ça nous a vraiment presque donné envie à la fois de rire et de pleurer. Parce que ce sens de responsabilité qu'il avait, est-ce qu'on l'a à ce niveau? C'est pas sûr. Donc c'était une très belle leçon. Et en même temps, il nous convoquait d'une manière magnifique. Est-ce que tu penses que le bonheur, ça pourrait s'apprendre à l'école? Alors toujours pareil, le bonheur individuel, c'est-à-dire son propre bonheur, je pense que déjà l'école ne doit pas le détruire. Parce que souvent, beaucoup, dès qu'on veut les faire rentrer dans un cadre, parce que malheureusement, quand on a beaucoup d'élèves, il y a des cadres, beaucoup perdent leur bonheur individuel parce qu'ils ne correspondent pas, leur façon d'apprendre ne correspond pas au cadre. Donc déjà, il faudrait éviter de tuer cette envie et la joie d'apprendre. Et au contraire, la développer. Ça, c'est une des missions fondamentales de l'école, qui n'est pas facile, hein, parce que si vous avez une classe et qu'il y a un enfant qui est complètement dissipé, la tendance, évidemment, c'est de vouloir qu'il rentre dans les rangs. Et il y a tout un système d'éducation qui existe, qui apprend à être un être humain développé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que le corps mental auquel on s'adresse, qu'il y ait tous les corps. Le corps, ce qui est surdéveloppé en Occident, c'est le corps mental et le corps émotionnel, au détriment des autres corps. Donc une école qui déjà néglige tout ce qui n'est pas corps mental et qui éventuellement s'adresse d'émotion à émotion au corps émotionnel des enfants, sans leur apprendre peut-être à un peu méditer, avoir une autre notion de leur être plus vaste, et du coup relié à ce qui est plus vaste, relié à ce qui est interdépendant. Je pense que voilà, ça, ce serait une belle mission de l'école et je pense fondamentale. En ce sens, oui, ça doit s'apprendre. Mais j'irai plus loin, c'est que au-delà de tout ça,
parce que le droit est ce qui nous passionne. C'est ce qu'on appelle en anglais, que je n'arrive pas à traduire en français. Si quelqu'un peut un jour me l'envoyer, la traduction en français, ce serait magnifique. Ce qu'on appelle le legal literacy, le contraire d'être illettré. Être lettré en droit sans que cela veuille dire être un intellectuel qui connaît le droit, qui connaît la loi, mais connaître et comprendre le droit en tant que fondateur du citoyen, en tant que droit fondamental, droit et devoir. Qu'est-ce qui fait que sa liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, mais que sa liberté est entière, nous sommes libres. Ça, c'est le droit aussi qui nous le rappelle. Donc, qu'aussi le droit dans sa substantifique moelle soit aussi donné à l'école. Ça serait du bonheur. Je ne sais pas si je le sais, nous, on est en train de créer une école pour les enfants, qui est une école alternative qu'on a appelée l'école de la vie. Si on devait donner une définition à l'école de la vie, ce serait quoi pour toi une école de la vie? Vaste programme déjà, beau programme que je salue. Qu'est-ce que serait une école de la vie? Une école d'abord qui ramène au sens que la vie, ce n'est pas que l'être humain, que c'est la vie de tout un écosystème. Et que donc, tout ce qui peut affecter le vivant dans son processus normal, qui inclut la mort, tout ce qui peut l'affecter le déséquilibre. En fait, je reviendrai au Dharma, c'est-à-dire cette vision globale d'un équilibre général où, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, on ne le voit pas, la danse de Shiva dansant, c'est-à-dire la danse de l'univers. L'univers a son équilibre, la vie a son équilibre propre. Donc, une école de la vie, ça serait une école où on apprendrait qu'on est un élément d'un grand mouvement perpétuel qui a son équilibre et que si on arrive à trouver sa place entre le ciel et la terre et les autres êtres humains, là, non seulement on est heureux, mais on rend heureux. C'est peut-être pas une réponse très scolaire, mais ce serait ça. Et qu'après, tout le reste, tout ce qu'on apprend aux enfants, soit là-dedans. La géographie, de savoir connaître la géographie, c'est important si on regarde sous cet angle-là. Connaître l'histoire, d'où on vient pour savoir où on va, et non pas juste pour avoir des livres d'histoire et des mathématiques, parce que tout ça fonctionne avec des mathématiques et de la physique. Voilà. Si on le remet dans la danse de l'univers, ce serait ça, ce serait la danse de l'univers. J'ai cru comprendre qu'il y avait plein d'initiatives très intéressantes dans plein de pays, à t'écouter. Est-ce que c'est peut-être beaucoup plus possible pour un pays d'appliquer à un moment donné une mesure et de dire, tiens, nous, on devrait faire la même chose en France, mais nous, on a notre propre conditionnement, notre propre culture, notre propre politique. Est-ce que ces sources d'inspiration sont applicables à tous les pays? Je crois qu'il est bien, si on veut mesurer le bonheur d'un pays, il faut savoir d'abord pourquoi on veut le mesurer. Toujours pourquoi on fait les choses avant de comment on les fait. Si c'est pour dire cocorico, on est meilleur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si c'est parce que derrière, et la plupart des instituts de recherche et de mesure du bonheur, quand vous creusez un peu derrière, il y a une société de marketing. Rares sont les instituts qui mesurent le bonheur qui n'ont pas derrière une société de marketing. Donc, personnellement, je m'intéresse à ce que fait le Bhoutan, à ce que fait l'OCDE, à ce que font comme ça quelques institutions qui ont leur culture propre, mais qui ne sont pas avec une société de marketing, parce que la plupart du temps, c'est derrière, en fonction des réponses, analyser pour voir qu'est-ce qu'on va vous vendre. Ensuite, je pense qu'il faut effectivement mesurer en fonction de la spécificité culturelle. Je vais vous donner deux exemples, un au Canada et l'autre en Inde. Je commence par l'Inde parce que nous avons fait une expérience qui n'est pas allée très loin pour le moment, parce qu'entre-temps le gouvernement a changé et que c'est passé à la trappe. Mais l'idée avait été de voir si on peut transposer le bonheur national, avoir un questionnaire du bonheur national brut à Pondichéry, qui est une ville particulière, qui est une ville où le taux de suicide est le plus élevé en Inde, par exemple. Donc c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on mesure? On pourrait mesurer le bonheur sociétal à Pondichéry et savoir comment on pourrait l'améliorer. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend le questionnaire de l'OCDE ou celui du Bhoutan? On s'est dit que culturellement, celui du Bhoutan serait plus proche. Et je vais vous donner un exemple sur lequel c'était clair que celui du Bhoutan était plus proche, parce que jamais je l'aurais eu dans l'OCDE, cette question.
il y avait dans les questions, il y en avait un public, comme je vous disais, transversal, de tous les âges, de toutes les professions. Il y avait une question qui était classée de 1 à 5, de votre degré de peur après la tombée de la nuit, d'une agression par A, un autre être humain, B, un animal sauvage, 3, un esprit. Jamais dans l'OCDE, on vous aurait demandé, déjà l'animal sauvage, peut-être qu'avec le loup, ils y auraient un peu pensé, mais jamais ils auraient pensé à être agressés par un esprit. J'ai laissé la question, personne ne m'a dit dans l'assistance que la question n'était pas pertinente. Alors que parmi les questions qu'il y avait dans le questionnaire bhoutanais qui étaient « Avez-vous déjà été marié? Si oui, combien de fois ?» etc. Là, les Indiens ont dit « Ni hablar, c'est vie privée, on ne pose pas cette question. » Pour dire, donc il y avait la capacité de discrimination, mais les esprits, ça allait. Enfin, c'était pertinent, après la tombée de la nuit. Alors, je passe maintenant au Canada. Je ne pense pas qu'ils... Enfin, quoique, j'en sais rien, il faudrait leur poser la question. Au Canada, il y a une mesure qui est faite par des chercheurs qui sont indépendants de toute société de marketing et qui nous a été présentée à nos premières assises internationales du bonheur par Viviane Labrie, une femme passionnante. Standing ovation dès qu'elle avait parlé, c'était magnifique, et qui nous parlait de ce que eux mesurent. C'est-à-dire qu'au lieu de mesurer le PIB, ils mesurent le PID, le produit intérieur doux, et la dépense intérieure dure. Alors, ce type de mesure pourrait être transposé partout, par exemple, quand on commence à mesurer le produit intérieur doux. L'exemple du produit intérieur doux, par exemple, vous faites du covoiturage. Votre vie est plus douce, mais ça fait baisser le PIB, le covoiturage. La dépense intérieure dure, vous devez amener votre enfant à la crèche, mais vous devez faire 10 km pour trouver une crèche. C'est une dépense intérieure dure. Ce n'est pas mesuré dans le PIB. Donc, ce sont toutes ces mesures alternatives, et il y en a bien d'autres, que nous avons découvertes par l'Observatoire international du bonheur, que nous avons fait découvrir à nos membres et que nous aimerions faire découvrir à un plus grand nombre dès que vous serez plus nombreux à nous avoir rejoints. Et après, comment on peut aussi faire grandir une association indépendamment, parce que nous sommes apolitiques. Nous sommes indépendants de tout groupement religieux et de tout groupement économique. Et évidemment, avec ça, en général, on ne va pas très loin parce qu'on n'a que les cotisations de nos membres. Est-ce qu'on pourrait faire force de proposition en France et donner des idées à ceux qui nous écoutent? Je donne un exemple. En fait, moi, depuis 25 ans, je voyage un peu partout dans le monde et je vois qu'il y a des initiatives de partout. On en parlait un petit peu là lors de l'interview. Moi, je vois plus d'acteurs qui se bougent et qui font des choses à leur niveau que ce qu'on nous montre à la télé ou dans les journaux, dans les médias du quotidien. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander aux gens qui nous écoutent en leur disant on parle de bonheur, peut-être qu'il y en a des gens qui vont sortir concernés, d'autres un peu moins. Moi, je suis partisan de me dire qu'en réalité, le changement, il vient de nous. Gandhi le disait très bien, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et je pense que il y a un vrai message à transmettre derrière tout ça. Ce que vous dites est très juste par rapport à ce qui nous est offert par les médias. Ce qui nous est offert par les médias, déjà, malheureusement, nous sommes classés par Amnesty International comme 35e pays en termes de liberté de la presse. 90% de notre presse n'est pas indépendante. Donc, il faut d'abord juste le rappeler parce que ça nous fait un coup au moral. Donc, ça veut dire que c'est une presse qui a un intérêt, qui est manipulée par un intérêt économique dans ce qu'on nous transmet. Et là, je vais toucher au bonheur individuel cette fois-ci. Parce que cette information qui nous est donnée est ce que j'appelle dévitalisante. Alors, j'ai un ami qui disait que quand je dis ça, on descend chez le dentiste, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on nous transmet des informations qui ne sont destinées qu'à notre corps émotionnel. Très peu à notre corps mental. On n'est pas invité à réfléchir. Très peu, évidemment, concernant les autres corps qui sont considérés comme non existants. Et émotionnel, on pianote, peut-être même de manière calculée, sur, tiens, un jour, on va vous montrer un truc horrible, vous allez vous sentir malheureux. Un truc, waouh, c'est beau, le beau bébé, qu'est-ce qu'ils sont heureux, le papa et la maman. Donc, ce type d'émotion. Ensuite, de la colère, de la peur, etc. Et on vous fait tourner là-dedans et on vous fait gonfler avec une boursouflure complète de votre corps émotionnel. Avec ça, en plus, on vous met dans un état d'impuissance. Puisque, bien sûr, on ne vous montre pas ce qui se passe
chez votre voisin, pour lequel vous pourriez aller voir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que je peux au moins m'asseoir à côté de lui et pleurer, ça lui fera du bien. On ne vous montre que des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien. Donc, en gros, le message qu'on nous envoie, c'est il se passe des tas de choses horribles, on vous fait ressentir toutes sortes de sentiments difficiles à gérer parce que tout ça se bouscule, mais surtout, vous ne pouvez rien faire, puisque c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir. Et ça, je pense que c'est peut-être pessimiste de ma part, mais je pense que ce n'est pas innocent, et il faut le savoir. Donc, à nous on est libre, on n'est pas obligé d'écouter 90%. Tout est une question de choix. Donc, soyons vigilants et orientons-nous vers une autre source d'information, telle celle que vous fournissez. Et aux dernières Assises internationales du bonheur, les troisièmes, celles que nous avons eues en septembre dernier au Théâtre de la Mer à Sète, nous avons eu une première initiative qui a été lancée par Mathias Layani, dont on passe à l'acte, qui voulait faire une conférence internationale du journalisme positif. C'est une très belle idée, puis après, pareil, une fois qu'on le dit, on le fait comment ? Donc, on a commencé par une belle soirée qui a été filmée, hein, donc il faudra qu'on le mette sur YouTube, que vous allez nous apprendre comment on fait. Une belle soirée avec des journalistes qui amènent, il y avait Bouchta Corse, Véro TV, enfin, plusieurs, il y avait Renaud Chiraz qui est de Toulouse, Information, et d'autres, pardon si j'oublie leur nom là tout de suite, mais vraiment passionnant, avec le Goethe Institute qui avait donc organisé aussi tout cela, en collaboration avec Mathias Layani. Et nous avons eu 5 journalistes qui ont expliqué pourquoi et comment ils transmettaient des informations positives. Alors, après, faire attention de ne pas tomber dans le côté bisounours, c'est ce qui est souvent reproché, mais comme disait Patrick Viveret, il vaut mieux être un bisounours qu'une brute à claque. Et l'idée était quand même de transmettre un autre type d'information. Alors, ça, c'était sur l'information. J'ai quand même oublié la fin de votre question. Vous avez commencé sur le début. Le questionnement, c'était de dire que voilà, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent Alors, partout. qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Donc, à partir du moment où déjà on peut choisir l'information, il faut aller chercher l'information. Il ne faut pas attendre de la recevoir. Il ne faut pas être passif. Et une fois qu'on est déjà un écouteur actif, à partir de là, forcément, on est déjà quelqu'un qui est prêt à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et tout ce qui fera, comme notre observatoire, comme ce que vous faites, tout ce qui fait du lien les uns avec les autres, c'est ce que nous appelons la Jolly Jump Up méthode. La méthode Jolly Jump Up, c'est pas Jolly Jumper. Jolly Jump Up, c'est un très joli nom anglais pour parler de la violette, la plante, la fleur. La violette se propage de 3 manières différentes. De la manière de pollinisation classique, la manière donc de beaucoup de plantes, l'autopollinisation et les stolons comme les fraisiers. C'est-à-dire que lance une sorte on pourrait croire que c'est une tige, mais en fait ce n'est pas une tige, qui va créer une nouvelle plante, qui est une plante autonome, c'est-à-dire que si on la coupe, elle va continuer à vivre, et pourtant elle peut rester en lien. Et c'est ce type de réseau, c'est-à-dire que nous soyons tous comme des violettes, des plantes de violettes, c'est-à-dire que chaque fois il y a un stolon qui va, et en fonction du terreau, pour rejoindre votre question, c'est-à-dire que le questionnaire d'un pays, l'idée peut être bonne, il faut toujours transposer les visions, enfin les reprendre, les nourrir, mais après il faut leur donner corps dans son propre pays et dans son propre terreau. Et c'est comme ça que je crois que toutes ces initiatives qui grandissent doivent se nourrir les unes des autres. J'apprends beaucoup de ce que vous faites, vous apprenez peut-être un peu de ce que nous faisons, et tant d'autres font des choses magnifiques. Il y a des initiatives exceptionnelles partout dans le monde, des raisons d'être optimiste et d'y croire, pullulent, et c'est à nous de même faire le tri là-dedans, parce qu'en fait on voudrait, quand on aime partager le bonheur, on voudrait presque tout faire, et il faut essayer de faire ce qui correspond à la fibre dans laquelle on est incarné. Merci Yamuna. Merci Julien. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?».
qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous ?